Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, on parle de prévention et la gestion de la cécité, hein. Donc, je suis accompagnée de Maître Aoukou, hein. C'est ça, je prononce bien. Bien sûr, Aoukou, bien sûr. Maître Aoukou et puis le docteur Bagna, hein, ils sont avec moi ce matin, hein, pour nous parler de tout ce qui est cécité et comment prévenir, comment ça se passe, hein, quand on est malvoyant, quand on est aveugle et malvoyant, parce que c'est pas la même chose. Là, on a bien expliqué tout à l'heure, il y a une grosse différence entre les deux. Donc souvent, on a tendance à se mélanger et puis à dire que être malvoyant, c'est être aveugle. Non, c'est pas du tout ça. J'espère que vous avez suivi la première émission, ou sinon vous aurez tout le temps d'aller sur notre compte YouTube, hein, via la page New York TV. Donc vous aurez l'intégralité de l'émission dessus, donc vous pourrez aussi suivre et aussi prévenir vos proches et puis vous-même, hein, parce que c'est très important. Quand vous avez un petit bobo, on vous le dit tous les jours, allez voir un spécialiste de santé, n'est-ce pas, docteur? Bien sûr. Tout le temps. Bien sûr. Faut pas attendre la dernière minute, c'est encore plus cher, Voilà. et c'est plus grave. Oui. Parce Ah, que oui. plus on attend, plus peut-être ce sont des complications irréversibles. En fait. Surtout pour le glaucome, je crois. Exactement. Mais le glaucome là, mais je tombe, comme on dit, hein, c'est très grave, c'est très dangereux. On avait fait une émission sur le glaucome l'année dernière, mais waouh. Non, si. Le glaucome, en fait, la particularité de cette maladie, c'est vraiment l'absence de symptômes, hein. Voilà. C'est-à-dire que la personne peut être là, vaquer à ses occupations, mais elle peut avoir un glaucome. Et donc, vu que ça fait pas mal, on part en consultation. Moi, pour la plupart de mes patients, je leur conseille, un peu à l'instar des bilans de santé que nous faisons, pour voir un peu comment nos organes vitaux fonctionnent, le foie, les reins, le cœur et tout, c'est de mettre un jour de consultation ophtalmo dans son planning. C'est vraiment très important, ne serait-ce que pour qu'un examen complet soit fait, même si on pense avoir une bonne vision. Parce qu'en fait, c'est ce qui semble tromper les gens, qu'ils ont une bonne vision. Mais en fait, la maladie du glaucome, elle détruit progressivement le nerf jusqu'à ce que ce nerf-là ne se résume qu'à un petit bout. Et en ce moment, on a l'impression de voir comme dans un canon de fusil. C'est-à-dire que c'est tout petit comme cela. En ce moment-là, toute la grosse partie du nerf optique est détruite. Et c'est fini, on ne peut pas y remédier. Et de cette étape jusqu'à peut-être quelques années, la cécité va survenir. C'est obligé, quoi. Non, bien sûr, en fait, c'est ça. Justement, il y a l'État qui a fait toute une grosse campagne, là, bon, c'était pas sur le glaucome, mais qui fait souvent aussi ces campagnes de dépistage en région jusqu'à Lomé. C'est aussi important aussi pour cette population-là, les gens qui sont dans le besoin. Allez-y, dès que vous entendez parler de ça, allez-y, allez consulter, n'attendez. Et puis bon, il ne faut pas attendre ça parce que ça arrive une fois par an. Mais entre-temps, les problèmes s'aggravent et il faut aussi aller consulter, quoi. Justement, par rapport à Maître, quelle est l'adaptation du cadre, c'est le thème de cette année, hein, l'adaptation du cadre de formation et de travail des personnes handicapées visuelles, donc pour un mieux collectif. Mais comment se passe un côté insertion professionnelle? On a parlé d'études et tout, mais voilà. côté insertion professionnelle, ça se passe Voilà, l'insertion professionnelle reste un grand défi pour les personnes handicapées visuelles. Parce que beaucoup sont nantis de diplôme, mais il leur est difficile de trouver du travail parce que généralement, quand on fréquente, c'est pour travailler, mais l'administration et tout le secteur tertiaire où généralement on est appelé à travailler quand on a fait des études littéraires ou de droit, c'est de la documentation. Fortement de la documentation. Donc, la personne handicapée, pour pouvoir s'insérer aujourd'hui, c'est l'outil informatique qui peut lui permettre en fait d'accéder aux données papier qui sont de plus en plus numérisées. Mais nous savons aussi que pour le moment, toutes nos données ne sont pas encore digitalisées au sein de nos administrations ou dans les différents secteurs du secteur privé où elles peuvent travailler. Donc, ce qui fait que l'emploi reste un grand défi aujourd'hui pour la personne handicapée. Et donc, il y a quand même le plaidoyer que l'association togolaise des personnes aveugles fait avec son grand partenaire, la FETAF, qui est la Fédération togolaise des associations de personnes handicapées, pour qu'on puisse donner le maximum de formation en informatique aux personnes handicapées, mais aussi sensibiliser l'État et éventuellement d'autres employeurs que la personne handicapée, lorsque son cadre de formation a été adapté à la base, et que son cadre d'accueil pour l'exercice de sa profession est adapté, c'est une personne qui peut aussi apporter, contribuer à la productivité de l'entreprise, de l'administration et par-delà de toute la société. Donc, généralement, c'est le regard des autres, en fait.
La personne, comment est-ce qu'on peut penser qu'un juriste handicapé est moins compétent qu'un juriste ordinaire? Pourquoi on doit penser qu'un sociologue handicapé est moins compétent? Donc, c'est-à-dire, généralement, quand on dit que la personne ne le voit pas, en fait, c'est un déclic, quoi. On a l'impression que tous les titres qui l'accompagnent, on a l'impression que comment il a fait, ou comment il va faire, quoi. Donc, c'est justement, voilà. Donc, nous demandons quand même, nous continuons le plaidoyer au niveau de l'administration, des autres employeurs, de quand même donner l'opportunité d'essayer, ne serait-ce que d'employer une personne handicapée visuelle qui a le diplôme, qui a la formation, d'adapter son cadre. Et puis, en fait, le matériel d'adaptation, ce n'est pas des matériaux extraordinaires, non. Par le passé, il y avait le Braille, le Perkins, qui semblait particulier. Mais aujourd'hui, la personne handicapée visuelle, c'est le même ordinateur que celui qui voit, utilise, que le non-voyant utilise. La synthèse... C'est un frein pour les entreprises ou voilà. pour la population. C'est parce que pourquoi ils ne donnent pas cette chance-là? Ils pensent que non, mais le travail ne va pas être fait ou je sais pas. Qui va ralentir, voilà, justement. C'est les vieux clichés, en fait. Ouais. Il faut dire que nous revenons de très loin. Quand on dit handicapé, pour beaucoup, c'est l'impotence. C'est une personne qui est garée, qui est réduite à la mendicité. Dire que cette personne a fréquenté jusqu'à vouloir prétendre à l'emploi, à la haute administration, ça choque. Ça choque. Donc, c'est des vieux clichés. Sinon, pour revenir, le matériel de travail, c'est l'ordinateur ordinaire avec Windows. Oui. Juste, en plus de tous les applications et de tous les logiciels qui seront installés, il y a un logiciel de revue d'écran, une synthèse vocale qu'on appelle JAWS, s'agissant des ordinateurs, ou de, comment dit-on, TalkBack, s'agissant des Androids. Et avec cette synthèse vocale qui est une revue d'écran, c'est une forme de substitution à l'œil qui manque, qui constitue l'incapacité sensorielle de cette personne handicapée. Donc, lorsque la personne handicapée utilise son ordinateur, son collaborateur qui voit peut directement lire tout ce qu'il est en train de faire. Donc, ce n'est pas un monde handicapant, en fait. Donc, c'est le grand défi, en fait, l'insertion professionnelle. Comprendre que nous utilisons les mêmes matériaux que les personnes qui voient, juste que l'adaptation constitue à sortir le système d'exploitation Windows d'un logiciel de synthèse vocale que au même moment, vous pouvez regarder avec les yeux, vous pouvez imprimer le travail qu'il a fait. Et moi, je crois que les personnes handicapées doivent beaucoup plus fréquenter pour être à des tâches de conception, pour pouvoir avoir de l'assistance, que d'être à des tâches d'exécution qui ne sont pas toujours évidentes. Puisque dans les tâches d'exécution, on aura toujours à recourir au papier. Donc, c'est ça. Je suis impressionnée. Hein. Je suis vraiment impressionnée. Et non, il faut absolument que les gens ou l'État fassent vraiment ce qu'il faut. Parce que on ne peut pas avoir les diplômes. Il y a déjà se battre 10 fois plus que nous. Avoir des diplômes. Et puis, bon, après, on n'arrive pas à trouver du travail pour ces raisons-là qui sont... franchement, il faut pouvoir donner la chance à ces personnes-là qui sont malvoyantes ou qui ont une nécessité de pouvoir prouver ce qu'elles valent. Parce que moi, je dis, en fait, c'est déjà de leur jeter des fleurs. Quelqu'un qui a cet handicap, mais qui ne baisse pas les bras, qui brave toutes les étapes, jusqu'à avoir un diplôme, c'est forcément à encourager. Oui. Parce que si c'est aussi pour le développement économique du pays, bien sûr, donc c'est aussi des diplômes, des compétences qui restent à la maison, non, bien alors sûr. Que vous pouvez aussi, on fait un petit clin d'œil, mes chers, l'État, faites quelque chose, parce que c'est aussi pour, comme je viens de le dire, le développement économique du pays. Les gens qui restent à la maison avec autant de diplômes, c'est un peu dommage quand même. Donc, créer une petite place ou faites en sorte que les entreprises puissent au moins embaucher une personne handicapée par société. Déjà, c'est un plus. Ça arrive dans les pays. Moi, je sais qu'il y avait une grosse campagne à un moment donné, donc les handicapés, parce que les handicapés ou les personnes de couleur en France, avait un moment, chaque entreprise était obligée d'embaucher une personne comme ça. Et puis bon, ça, même si c'est juste côté politique, au moins ils l'ont fait. Bien sûr. Et ça, il faut donner aussi la chance aux gens. C'est très important. Parce qu'en fait, nous devons sortir de cette zone où on pense qu'une personne qui a un handicap visuel doit être forcément dépendante. Elle ne peut pas être dépendante. Si elle est dotée de toutes ses facultés, si elle est une personne brave qui veut vraiment aller loin, autant lui donner cette chance-là pour qu'elle soit aussi bien qu'on puisse la voir comme quelqu'un qu'on a toujours accompagné, mais ça peut être celui-même qui va faire sortir la famille de la misère. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est vraiment d'avoir un autre regard sur ces personnes et vraiment leur donner la chance qu'il faut.
Ah oui, bah ça, c'est le cri de guerre de ce matin. C'est le cri de guerre de ce matin parce que tout le parcours de maître, moi je suis vraiment impressionnée et je suis fière de vous. En tout cas, ne baissez pas les bras, continuez à vous battre, allez de l'avant. On espère que vous allez nous défendre un jour. On fera appel à vous parce que... Ah bah oui, bien sûr. Ah, vous allez nous rappeler de nous. Hein. Vous savez, on vous a reçu une fois. Et puis aussi donner la chance aussi encourager, accompagner les jeunes qui sont aussi dans le même cas. Donc accompagnez-les jusqu'à là, à votre niveau, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui rêvent de devenir aussi comme vous, ou avoir un bon métier. Parce que là, je ne vois pas du tout comment ça se passe et quelle société, quel travail les gens font, les gens aveugles, je ne sais pas comment ça se passe Non, actuellement, quand même, nous avons quand même beaucoup de personnes aveugles qui sont fonctionnaires d'État, mais ils sont beaucoup plus recrutés par l'État pour le compte des centres spécialisés. Ok. Voilà, pour le compte des centres. Donc, la plupart des centres que nous avons, l'association togolaise des aveugles a 3 centres, à Kara, à Lomé et puis à Sokodé, plus d'autres centres partenaires, où on a au total 8 centres. Donc, dans ces centres, il y a des écoles et tout. Donc, il y a l'État quand même. Il faut reconnaître qu'il y a quand même beaucoup. Au niveau de l'enseignement, au niveau de l'École nationale de formation des instituteurs, beaucoup de personnes handicapées visuelles sont passées par là. Ils sont prises en charge. L'autre défi maintenant, c'est le défi de l'insertion professionnelle de la personne handicapée visuelle dans l'administration stricto sensu. L'administration pure, quoi. Oui. Donc, c'est là l'autre grand défi. Parce que l'État les prend, mais généralement, ils sont versés encore pour prendre en charge leurs frères, quoi. Ouais. Bon, c'est une forme de vase clos pour le moment, comme s'ils ne pouvaient pas s'insérer dans les autres, quoi. Voilà. Nous saluons déjà tout l'effort qui est fait. C'est vraiment grand, mais encore, on peut également dans les autres secteurs. Donc, c'est le grand défi, en fait. Le grand défi est dans l'administration ordinaire. Donc, c'est ça. C'est le grand défi. Pour le thème de cette année, qu'est-ce qui est prévu par l'association ATA? L'association togolaise des aveugles, pour le thème de cette année, bon, l'événement, l'incidence, c'est le 15 octobre. Mais pour des raisons de commodité, sur le 22, 23, nous aurons des activités, notamment une conférence débat, puis des activités sportives, parce que c'est également un autre défi aujourd'hui. Oui. La personne handicapée visuelle, on pense que bon, elle ne peut pas pratiquer les activités sportives, mais cette année déjà, nos jeunes frères ont démontré le contraire. En août, on a eu des activités sportives, un championnat de football adapté aux personnes handicapées visuelles, CC Foot, qui a eu lieu avec 8 clubs. Et donc, il y aura un marathon le 22, une conférence débat sur le même jour sur la question de l'accessibilité et de l'emploi des personnes handicapées. Et une autre thématique qui sera développée, c'est la production locale des moyens de déplacement de la personne handicapée, notamment de la canne blanche. C'est également un défi. C'est pas fabriqué, chez nous, ici au Togo, on n'a pas... Non, les cannes sont toujours importées. Ah. Donc aujourd'hui, avec tout le coût de la vie et tout, donc l'autre défi, c'est pouvoir produire localement les moyens de déplacement pour les personnes handicapées visuelles. Bien sûr, bien sûr. Bon, habituellement, c'était fait en aluminium avec des matières, mais on veut partir à partir de rudiments locaux, notamment le bambou, comment l'adapter pour que ça soit flexible. Parce que la canne, aujourd'hui, dans un monde de plus en plus progrès, où il y a le progrès, il faut que la canne n'est pas forcément le grand bâton rigide que vous pourrez installer dans une voiture ou dans un transport en commun. Il faut le rendre pliable, commode, esthétique et tout et tout. Donc, c'est des pistes de recherche que l'association togolaise des aveugles, en partenariat avec l'université de technologie de Treuil, et une autre association va mettre en œuvre lors des assises du 22-23 octobre pour penser à une production locale de la canne blanche. C'est génial, ça, on y sera, docteur. On y sera, participer au marathon, tout ça, c'est génial. Bien sûr. Parce que être personne malvoyante, c'est une personne aussi qui peut avoir tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Bien sûr, donc, voilà, justement. C'est très important. Voilà, c'est très important. C'est très important. Le week-end dernier, l'Ordre national des médecins du Togo et l'association des cardiologues ont mené une activité sportive au stade. Là, voilà, donc c'est vraiment très très important de faire le sport. Voilà, ça c'est vrai. Le malvoyant peut aussi avoir toutes ces maladies cardiovasculaires. Justement, voilà. C'est important pour tout le monde. Donc on y sera, on va venir vous accompagner, vous encourager. Ce sera un plaisir. Ce sera un grand plaisir pour nous de vous avoir tous. Non, on va y participer, on va encourager. Non, mais il faut absolument. Écoute, on arrive à la fin de l'émission. Donc, que peut-on retenir, maître, de cet entretien? Ok, merci à New World TV. Et à vous aussi pour l'occasion qui nous a été donnée, une fois encore, de projeter la lumière sur la personne, la cécité, dans sa phase prévention et gestion. Comme je l'ai dit, une vie est possible sans la vue. Donc, moi, c'est
Pour J'aime terminer. cette phrase-là. Voilà. Bien sûr. Une vie est possible sans la vue. Voilà. Écoutez, c'est ça. Hein. Donc, ils ne sont pas handicapés de tout. C'est ça. De tout, non. Voilà, justement. Et vous, docteur? Bon, en fait, ce que je retiendrai ou ce vers quoi je vais attirer la population, c'est vraiment de ne pas attendre d'avoir une baisse grave de sa vision avant de voir un spécialiste. Et sensibiliser aussi les femmes enceintes parce que des cécités surviennent déjà à la naissance. Parce qu'il y a des infections au cours de la grossesse qu'on peut contracter qui peuvent donner une cécité chez l'enfant. Voilà. Donc de pouvoir faire de conception prénatale déjà pour un bon suivi. Et une fois l'enfant, l'être cher, venu au monde, c'est vraiment d'avoir un regard sur lui, de voir est-ce qu'il présente une pathologie ou une autre, pour déjà l'amener en consultation. Et pour les personnes adultes, c'est vraiment de faire une consultation ophtalmo. C'est très important. Et puis ça peut arriver aussi à tout moment. On peut naître avec ou sans. Bien sûr. Donc tout est, que vous soyez adulte ou pas, ne pensez pas que ça arrive qu'aux autres. Donc allez-y, allez consulter dès que vous avez des petits soucis, que ce soit des yeux. Parce que c'est de partout, hein, des cheveux jusqu'aux doigts de pied. Hein. Donc c'est très très important. En tout cas, un grand merci à vous, messieurs. Merci, madame. Merci, puis j'espère vous revoir très vite sur ce plateau. Merci à plaisir. Richard, merci à Aristide, à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. À la semaine prochaine. Au revoir.